d'être présent donc, à ce rendez-vous culture, horticulture et pépinière, hein, donc, qui fait suite à ceux qu'on a déjà pu organiser sur la première partie d'année. Donc là, l'objectif de cette réunion, c'est de parler fertilisation de fond, donc en culture conventionnelle, mais aussi UAB. On développe de nouveaux outils de nutrition et donc là, l'objectif, c'est de vous les présenter. Et puis, on souhaitait aussi faire le point sur un nouvel outil de biostimulation, donc un nouveau basse foliaire qui vient s'ajouter à la gamme, donc on va vous présenter. Donc là, le webinaire va se passer sur 1 heure, donc 45 minutes à peu près de présentation et à peu près 15 minutes de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, en bas, vous voyez, il y a écrit converser. Donc, vous cliquez dessus, vous notez vos questions et on y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin, sans problème. Voilà. Donc, le programme de ce webinaire va s'articuler, on va dire, en trois grandes parties. Alors, une première partie rapide sur les facteurs de développement, ce qui va influencer l'installation de la culture et indirectement l'efficacité de la fertilisation de fond. En deuxième partie, on parlera de la fertilisation de fond en culture hors sol, donc en conventionnel, mais aussi en UAB avec nos nouveaux outils. Et puis, on vous parlera de ce nouveau biostimulant racinaire. Et enfin, on vous montrera quelques exemples de programmes de fertilisation. Voilà. Maintenant, je ne peux pas passer. Ah, c'est bloqué. Ouais, c'est bloqué. Je reprends. Les petits aléas techniques. Ouais. Et ça va se réparer. Voilà. Voilà. Donc, juste un petit rappel. Bonjour à tous d'abord. Donc, on va présenter avec Vincent ce webinaire concernant le rempotage. Et juste un petit rappel, on a souhaité vous donner des rendez-vous comme celui d'aujourd'hui avec différents thèmes qui vont tenir compte de votre timing au niveau de vos cultures. Donc, on vous avait déjà réuni le 8 juin 2020 pour vous parler des nouveautés en matière de fertilisation pour l'horticulture et la pépinière, et notamment l'utilisation de biostimulants. Donc aujourd'hui, comme vous l'a dit Vincent, on est réunis pour parler de la fertilisation de fond au niveau de vos cultures, aussi bien horticoles que pépinières. Et puis, pour mettre une date, pour que vous puissiez le mettre au niveau de vos agendas respectifs, on vous donne rendez-vous au 18 janvier pour parler des solutions de ferti-irrigation en horticulture et pépinière, et également pour le 22 février, vous apporter notre expertise sur les solutions de fertilisation en surfaçage en pépinière. Donc, nous allons débuter par les différents facteurs de développement qui sont importants à prendre en compte par rapport à une notion de système. Merci Isabelle. Donc oui, là, dans cette partie facteurs de développement, l'objectif, c'est de vous donner les éléments qui vont permettre une bonne installation de la culture et de profiter au mieux, en fait, de la fertilisation qu'on pourra apporter sur la culture. Donc sur la première diapo, Isabelle, donc on va ici, donc on a essayé de répertorier les éléments qui pouvaient influencer le développement général d'une culture. Donc on sait qu'il y a différents outils, hein, c'est pour ça qu'on a mis une boîte à outils. Le substrat, le conteneur, l'arrosage, l'eau, le climat, la fertilisation. Donc, c'est différents outils qui vont impacter le développement de la culture. Par contre, on sait aussi qu'il y a des éléments environnementaux qui vont influer le développement, et notamment la partie aérienne dans un premier temps. Et donc, clairement, je dirais le premier élément qui va impacter le développement de la partie aérienne, c'est la lumière. Et donc, on sait que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de développement végétatif. Et après, donc, si on a la lumière, il faut de l'oxygène et du CO2 parce que la plante, elle respire, et en fait le CO2 par rapport à la photosynthèse. Et enfin, de la chaleur qui est importante pour le développement aérien. Donc, on voit bien que sur la partie aérienne, le premier élément, c'est la lumière. Au niveau racinaire, on a aussi les différents éléments qui vont avoir un impact. Et le premier, c'est l'oxygène, parce que la racine, ça respire, et sans oxygène, on peut avoir tout le reste. En fait, la racine ne se développera pas. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un substrat suffisamment aéré qui permette d'avoir une alimentation en oxygène au niveau racinaire suffisante. Donc, le premier élément, c'est l'oxygène. Puis après, la chaleur, l'eau, et enfin, les éléments nutritifs qui arrivent en dernier.
Donc on voit bien l'importance d'avoir tous ces critères pour que la plante se développe correctement. Donc, par rapport à ça, on a souhaité parler d'un élément qui s'appelle l'effet chasse d'eau. Donc, je pense que vous connaissez un système d'arrosage acyclique. Donc, c'est une technique d'arrosage qui permet de remettre de l'ordre dans le substrat, hein, parce qu'on sait que certaines choses peuvent se dérégler, comme notamment l'homogénéité d'arrosage. Hein. On peut avoir un gradient d'humidité avec un substrat plus humide en haut, au fond du pot qu'en surface. Donc, l'objectif de l'effet chasse d'eau, c'est d'éviter ce gradient d'humidité. Mais aussi, on peut avoir aussi un gradient de salinité, et donc un pot qui sera plus salé en surface qu'au fond du pot. Et donc, l'objectif de l'effet chasse d'eau, c'est aussi d'évacuer les sels et les éléments qui peuvent être indésirables. Voilà. Cet effet chasse d'eau aura aussi pour effet d'oxygéner le substrat, parce qu'en remplissant la porosité d'eau, en fait, une fois que le drainage va se faire, la porosité va de nouveau se remplir d'oxygène et la racine va pouvoir respirer. Et donc voilà, l'effet chasse d'eau va améliorer l'humidité, la répartition de la salinité dans le substrat et surtout une bonne aération du substrat, et donc pour la respiration racinaire. Donc, si tous ces éléments sont là, on aura une plante qui travaille, qui se développe avec un bon système racinaire performant et une bonne transpiration, et ce qui permettra une assimilation de l'eau et des éléments nutritifs. Et on peut faire un petit focus sur le poil absorbant. Isabelle, voilà. Donc le poil absorbant, en fait, c'est une excroissance d'une cellule du système racinaire, et c'est de ce poil absorbant que vont être assimilés l'eau et les sels minéraux dans le milieu. Un point important, c'est que la durée de vie et d'activité d'un poil absorbant va être de 24 à 48 heures, donc c'est très court. Donc d'où l'intérêt d'avoir un système racinaire actif et dynamique pour qu'il y ait un renouvellement régulier de ces poils absorbants, qui sont les points d'entrée d'eau et des sels minéraux. Donc, quand on a réuni ces facteurs, on sait qu'il y a des éléments qui vont influencer l'assimilation des éléments minéraux. Donc, en résumé, un bon système racinaire, donc ça permet une bonne assimilation, ça permettra une bonne assimilation des éléments minéraux, d'avoir des poils absorbants dynamiques, d'avoir une fertilisation adaptée, ça c'est sûr, et puis des conditions de culture optimales qui favorisent la transpiration, comme les conditions atmosphériques, de température, d'humidité, pour que la plante puisse transpirer. Par contre, on sait qu'il y a des éléments qui vont influencer l'assimilation des éléments minéraux, comme l'arrosage, par exemple. Si on regarde l'azote et la potasse, ce sont deux éléments qui sont facilement assimilés par la plante. Cependant, un substrat humide sera plutôt favorable à l'assimilation de l'eau, et un substrat sec sera plutôt favorable à l'assimilation de la potasse. Et donc, on pourra gérer le développement de la plante par les conditions d'arrosage et par la gestion du stress hydrique. Ce stress hydrique aura aussi un impact sur des éléments qui ont absolument besoin d'un flux d'eau important pour se déplacer, comme le calcium et le magnésium. Clairement, si on a du stress hydrique, le calcium rentrera difficilement dans la plante, et donc les carences en calcium apparaîtront si l'arrosage est irrégulier avec du stress hydrique. Voilà. Donc une chose importante, c'est qu'une plante asphyxiée ne se nourrit pas. Donc l'hypoxie racinaire, le fait que la plante s'étouffe, en fait, les pieds dans l'eau, elle intervient au bout de 20 minutes. Donc un excès d'eau qui dépasse 20 minutes, on a une perte racinaire. Et donc l'hypoxie peut intervenir très rapidement. Donc faire attention justement aux évacuations d'eau et aux substrats qui évacuent mal l'eau d'arrosage ou les eaux de précipitation. Voilà. Donc, un point important, mais on y passera peu de temps, mais pour que la racine se développe bien et qu'elle assimile l'eau et les éléments minéraux, en fait, il faut que cette eau et ces éléments minéraux soient bien répartis dans le substrat. Et clairement, le comportement de l'eau dans le substrat sera lié aux premiers arrosages qu'on fera lors de la mise en culture. Et donc, on a entre guillemets la mémoire de l'eau du substrat. Il faut que le premier arrosage permette de bien mouiller homogènement le substrat, pour que derrière, par la suite, on ait un substrat qui se mouille de façon homogène et qui puisse répartir de façon homogène l'eau et les éléments minéraux. Et ce qui évite d'avoir, ce que vous avez pu observer des fois en culture, des hétérogénéités d'humectation sur une planche avec des pots secs et des pots humides.
souvent c'est lié à un premier arrosage qui n'a pas été suffisant et donc un substrat qui est resté sec dans le milieu du pot et donc il restera sec jusqu'à la fin de la culture, il ne se remouillera pas. Donc d'où l'intérêt de bien faire ce premier arrosage pour le substrat pour l'avenir de la culture. Aussi le choix du contenant qui va impacter en fait le comportement de l'eau dans le substrat. Hein, donc ça, on passera peu de temps, mais clairement un contenant qui a des pieds et puis suffisamment de trous de drainage permettra d'évacuer les excédents d'arrosage et donc de bien drainer le pot. Voilà. Donc d'où le choix de bien faire le choix du pot et de la plaque. Donc si on s'aperçoit qu'on a eu un arrosage qui ne correspond pas, on a, comme on peut voir sur les photos ici, des problèmes culturaux, par exemple en haut à gauche, un substrat qui s'est glacé, toute la particule fine est tombée dans le fond du pot et on a eu un substrat qui devient asphyxiant pour les racines. Et comme la photo d'en bas à gauche, on peut voir des racines qui sont mortes au fond du pot avec excès d'eau. Et donc bien souvent, le mauvais arrosage ou un arrosage qui est non adapté fera apparaître tout un tas de problématiques culturelles comme des carences ou des pertes racinaires et des dépérissements de plantes. Voilà. Donc, je vais passer la main à Isabelle maintenant pour parler de la fertilisation de fond hors sol. Donc, nous allons d'abord commencer, comme vous l'a dit Vincent, vous avez un système à gérer. Donc, vous avez fait le choix de votre substrat, vous avez fait le choix de votre pot, et nous allons intervenir par rapport au levier fertilisation. Donc, que ce soit pour les engrais solubles ou les engrais de surfaçage. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous l'aborderons dans les prochains webinaires, la partie soluble et la partie surfaçage. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui à notre approche engrais de fond et à nos différentes solutions qui vous sont proposées. Donc, en engrais de fond, nous allons parler du basacote et du top substrat pour tout ce qui est culture conventionnelle. Et concernant les cultures UAB, nous parlerons du caligazon et du Terra plus Citigreen. Donc, si on regarde notre approche culture conventionnelle, que ce soit pour les horticulteurs ou pour les pépiniéristes, deux produits complémentaires, le top substrat et le basacote. Le top substrat, en fait, c'est un produit qui va pouvoir garantir d'abord nourrir votre substrat. Donc, c'est l'équivalent du PG Mix, mais c'est un équivalent avec un plus. Pourquoi? Parce que dans le top substrat, vous avez 70% de cet engrais qui est sous forme soluble. Donc ça rejoint le PG Mix qui est 100% soluble, donc une durée de mise à disposition sur 15 jours, 3 semaines. Par contre, le plus du top substrat, c'est d'avoir 30% d'enrobé 3 mois. Donc l'avantage de ces 30% d'enrobé 3 mois, c'est qu'on sait que des fois entre le démarrage de la fertilisation, que ce soit venant de l'enrobé ou de la ferti-irrigation, il y a un temps qui fait qu'on n'a pas assez de nutrition pour les plantes et des fois les plantes vont peiner par manque d'alimentation. Alors que là, avec le top substrat, les 30% d'enrobé vous permettent d'avoir une assurance, d'avoir une mise à disposition tout au long de la culture et notamment au début de votre culture. Également, l'avantage du top substrat, c'est que c'est un granulé fin, c'est-à-dire que vous avez 100 grains par gramme, et donc ça permet une bonne répartition dans tout votre volume de substrat, et notamment, c'est un point positif sur des godets qui sont des petits volumes, et donc le souhait, c'est d'avoir une bonne répartition de ces granulés pour être sûr que le système racinaire puisse bien se développer. Également, ça va permettre de nourrir donc le substrat, comme je l'ai dit, notamment il y a de plus en plus de substrats qui sont à base de fibres de bois, qui sont très consommateurs d'éléments fertilisants et notamment de l'azote. Donc là, on va se donner plus d'assurance pour qu'il n'y ait pas de faim au niveau de vos plantes, parce que vous aurez une partie soluble et une partie enrobée qui va vous permettre d'avoir une alimentation régulière. Donc le top substrat,
je dirais, engrais starter, avec un plus par rapport au PGMix. Et donc, le deuxième produit que nous avons au niveau de l'approche rempotage, c'est le Basacote, donc technologie Basacote qui nous est propre par rapport à nos collègues. C'est un procédé donc, à fabrication de haute qualité. Donc on part de granulés NPK et ces granulés NPK vont rentrer dans la chaîne de fabrication du Basacote, c'est-à-dire que ces granulés vont être mis en suspension dans les chambres là que vous voyez sur l'image en bas à droite. C'est des chambres où il y a l'air est pulsé et donc vos granulés vont être en suspension. Et quand vos granulés sont en suspension, ils vont recevoir un polygène qui va être injecté sur ce granulé. Et comme ces granulés sont en suspension, on va avoir une sécurité et une certitude que tout l'enrobage ait la même épaisseur, quel que soit son point. Donc, ça va nous permettre de garantir une stabilité d'efficacité. Et également, ce qu'il faut dire, c'est que les oligo-éléments sont insérés entre les couches d'enrobage, donc pour une mise à disposition optimale pour vos plantes. Et donc après, on va avoir différentes durées en Basacote. On va avoir du 3 mois, on va avoir du 6 mois, du 9 mois et du 12 mois. Et en fait, vous voyez que vous avez différentes, on peut dire, chambres sur la photo du bas. Et on va arrêter, si on veut un 3 mois, par exemple, on arrêtera au bout de la chambre 3 le positionnement du polygène. Alors que si on veut un 12 mois, ben, on ira beaucoup plus loin. Et donc, il y aura des couches supplémentaires de polygène qui seront mis sur le grain de NPK. Donc, avec le process Basacote, en fait, on a une production en continu du Basacote, ce qui nous garantit une constance au niveau du rendu fertilisant plante. Alors que les produits, je dirais, concurrents sont des productions par charge. Et donc, on peut, si on fait une image, c'est une grosse toupie. Et donc, il n'y a pas une production en continu. Donc, également, autant le Basacote, on a dit polygène pulvérisé sur les grains et donc une même épaisseur, quel que soit le point, alors qu'avec la production par charge, on va avoir plus d'hétérogénéité au niveau de l'épaisseur. Donc, un rendu, une libération moins, avec une garantie moins de constance que si on a le process Basacote. Également, tout au long du process de la fabrication, on a une exigence, bien sûr, de qualité pour vous garantir un bon rendu au niveau de vos plantes et une nutrition régulière tout au long de vos cultures. Donc, avant et après la phase d'enrobage, il y a un double tamisage qui se fait. Ainsi, on peut dire que plus de 90% des grains sont compris entre 2,5 et 3,5 mm. Donc ça nous donne un plus par rapport justement au mélange des grains de Basacote par rapport au substrat. Et ça nous garantit une homogénéité. Et également, donc, on parle de 36 grains au gramme d'engrais, donc ce qui nous permet d'avoir une bonne répartition au niveau du substrat et après au niveau de chaque volume de contenant, que ce soit les godets ou les containers de 5 ou de 10 litres. Également, au niveau des étapes de la production, bien sûr, il y a un contrôle de la durée de libération en laboratoire sur chaque lot de fabrication qui vous garantit que si on vous commercialise, si on vous vend du Basacote 9 mois à une température de 21 degrés,
ça vous garantit que ce basacote est bien un basacote 9 mois. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que à toutes les étapes en fait de la fabrication, vous avez vraiment de multiples contrôles qualité, de l'assurance et de la sécurité et de la sérénité pour l'utilisation de notre produit basacote. Donc, je vous ai dit qu'on avait une production continue. On a aussi un plus avec le polygène. Donc, le polygène qui a été pulvérisé au niveau des grains NPK, en fait, a une particularité qui est propre au basacote, c'est que c'est une pellicule enrobante élastique, donc d'épaisseur très régulière, homogène, et ça va nous permettre une libération progressive fiable. Et également, je vais comparer ça à un ballon de baudruche, c'est-à-dire que si on a des fortes températures, on aura l'élasticité de la pellicule venant du polygène qui va faire qu'on va ne pas avoir de surlibération des éléments qui sont contenus dans le gras. Donc, si on monte en température, si on résume, si on monte en température, on n'aura pas de surlibération et donc on n'aura pas de surconductivité qui pourrait être négative par rapport à la croissance de vos plantes, notamment les espèces qui sont sensibles à des fortes salinités, par exemple la clématite, où on sait que les excès de salinité sont négatifs pour la clématite, ou d'autres exemples. Et donc là, on a une assurance de non-conductivité importante si forte température. Donc c'est encore plus vrai quand on est en conditions tunnel ou serre, où là on peut avoir des montées de température très importantes. Et donc là, avec le basacote et sa particularité de pellicule enrobante élastique, on a une garantie de non-excès de salinité et donc d'une sécurité par rapport à la croissance de vos plantes. Également, cette pellicule enrobante va avoir un plus parce que donc ça va permettre d'aller de faire sortir tous les éléments fertilisants qui sont dans cette pellicule enrobante et donc de profiter quasi à 100% de l'alimentation venant du granulé NPK qui se libère en fonction du temps et qui donc qui va alimenter vos cultures tout au long des besoins de vos plantes. Donc, libération contrôlée, progressive des éléments fertilisants, sans pic, ni conductivité élevée, donc ni risque de brûlure. Au niveau du processus de libération, si on reprend, donc je vous ai dit qu'on était parti sur un engrais granulé NPK, donc un granulé vrai qui est mélangé, donc qui a reçu du polygène, pour que les éléments qui sont dans le polygène se libèrent, il faut bien sûr que l'eau du substrat pénètre dans le granulé à travers les micropores de l'enrobage. La pénétration de cette eau dans l'enrobage va permettre de dissoudre les éléments nutritifs contenus dans le granulé. Donc, on va avoir une solution nutritive concentrée et après, donc, on va avoir une libération des éléments nutritifs en fonction de la température. Donc, si on regarde notre basacote et les processus de libération, on voit que suivant les enrobés, les basacotes, donc durée 3 mois à une température de 21 degrés, 6 mois, 9 mois, 12 mois, on voit que on n'a pas d'excès de libération au démarrage. Donc ça, c'est plutôt bien, puisqu'on sait qu'au démarrage d'une culture, le système racinaire est en train de se mettre en place, de se développer. Donc le but, quand on a de la fertilisation
incorporée au substrat, c'est d'avoir de l'alimentation, mais régulière, pour faire du biberonnage. Donc là, on voit qu'avec les basacotes, on n'a pas de libération excessive au démarrage. Également, on voit que suivant la durée, et donc je vous rappelle, 3 mois, si on schématise, on a une couche d'enrobage. 6 mois, on a 2 couches. 9 mois, on a 3 couches d'enrobage. Et 12 mois, on a 4 couches d'enrobage. C'est schématisé. Mais ce qui fait qu'on voit sur cette courbe que un 3 mois va démarrer plus tôt qu'un 6 mois. Et de proche en proche, on voit que le 12 mois, en fonction des températures au moment du rempotage et au long des cultures, va démarrer moins vite qu'un 3 mois. Donc c'est là en fait que c'est la connaissance en fait de ces durées et de cette technologie qui va nous permettre de vous conseiller par rapport à votre date de rempotage, votre type de vos espèces, également par rapport à la date où vous voulez commercialiser le produit. Est-ce que si par exemple vous faites un rempotage février, vous voulez une commercialisation juin, ou est-ce que vous voulez une commercialisation au mois de mars de l'année suivante? Et donc tout ça, suivant ces différents paramètres, on va mixer le 6 mois avec du 9 mois, ou pourquoi pas du 6 mois avec du 12 mois. Pour justement toujours, et la courbe le montre, toujours avoir une assurance qu'il y ait une mise à disposition des éléments. Et donc on verra que le 3 mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 3 mois, ça proviendra en fait de notre top substrat, puisque, rappel, dans le top substrat, on a 30% de 3 mois. Donc, si on regarde le Basacote Plus, au niveau, bien sûr, vous avez compris que la libération est fonction de la température, mais que le Basacote n'aura pas de surlibération si on a des fortes températures. Et le Basacote en début de culture est plutôt entre guillemets diesel, et donc n'aura pas non plus de surlibération. Donc on voit qu'on est au niveau 1-3 mois, à 21 degrés, va durer 3-4 mois parce que justement la coque est souple, et donc on va sortir tous les éléments fertilisants contenus dans l'enrobé. Et de la même façon, un 12 mois sera bien un 12 mois. Une garantie en fait d'au moins avoir 3 mois ou 12 mois de mise à disposition régulière. Donc, si on vient maintenant à notre gamme, je dirais qu'on a une gamme courte, puisqu'on a 2 formules. Une formule plutôt azotée, 16-8-12, plus 2 de magnésie, plus oligoéléments, et une formule potassique, donc le Basacote IK, 13-5-18, plus 2 de magnésie, plus oligoéléments. Et après, comme je viens de vous dire par rapport aux différentes courbes, on a 4 durées, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois. Donc, ce qui nous amène en fait à ce tableau de préconisation. Ce tableau de préconisation, en fait, il a plusieurs entrées, et si on peut donner les différents paramètres de porte d'entrée, c'est l'espèce, bien sûr, qui est importante. Est-ce que c'est une espèce avec beaucoup de besoins en éléments fertilisants, moyennement avec des besoins moyens? Est-ce que c'est une plante plutôt fleurie ou plutôt végétative? Donc, si c'est fleuri, si on est en horticulture, on sera plutôt sur une formule potassique, alors que si on est en pépinière où on cherche plutôt une croissance végétative, on sera plutôt sur une formule azotée. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que je veux commercialiser dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, parce que le choix en fait de la durée d'enrobé va être en fonction de cette date théorique de commercialisation. Et
si on va plus loin, effectivement, on peut partir sur, par exemple, un 9 mois, mais par exemple, si on va donc à 9 mois avec un rempotage en février, mais si on sait qu'on va le commercialiser dans 18 mois, le 9 mois ne sera pas suffisant. Sinon, il faut avoir une étape de surfaçage. Ce qui n'est pas intéressant, c'est de la main-d'œuvre supplémentaire. Donc, il faut mieux partir directement sur un 12 mois. Donc voilà, il faut se poser les questions avant de choisir ces durées. Il faut se poser les questions, l'espèce, la date de rempotage. On a vu que les températures basses, il fallait peut-être mixer du 6 mois, du 9 mois pour garantir en fait une mise à disposition des éléments fertilisants dès le début de la culture. Et si par contre on a une plus longue durée de culture, ne pas hésiter aussi à rajouter du 12 mois. Également, on voulait vous mettre en avant, quand vous faites du surlitrage, de tenir compte quand vous allez incorporer l'engrais Basacote du litrage du container initial. Donc là, on vous a mis un exemple. Le volume de l'ancien container à rempoter était de 5 litres. On veut le surlitrer dans un container de 15 litres. Et donc, il y a un delta en fait de 10 litres entre le 5 litres et le 15 litres. Et c'est sur ces 10 litres en fait que vous allez avoir la main pour amener du Basacote et non sur les 15 litres du volume total. Donc, il y a un petit calcul à faire. On souhaite fertiliser de façon classique à 5 kg par mètre cube. Donc, on voit que pour amener dans le substrat, je dirais neuf, que l'on va enrichir, on voit qu'il y a un petit calcul. Et donc, le total d'engrais enrobé par pot, ça va être 5 litres multiplié par 15, donc ça fait 75. Et on va tenir compte en fait que le delta de 15 litres moins 5 litres, donc c'est 10 litres. Donc la dose d'engrais à apporter sera de 75 divisé par 10. Donc en fait, le substrat, le nouveau substrat, devra être enrichi non pas à 5 kg par mètre cube, mais à 7,5 kg par mètre cube pour être sûr que au final, tout le volume du 15 litres est bien 5 kg par mètre cube d'alimentation régulière tout au long de la culture. Donc ça, c'était l'approche conventionnelle. Je vais laisser la main à Vincent pour l'approche UAB. Merci Isabelle. Donc là, on a vu toute la partie fertilisation avec nos produits pour la culture conventionnelle, le top substrat et le Basacote. On développe des nouveaux outils de fertilisation qui seront utilisables en agriculture biologique, qui est une demande du terrain. Donc, on avait historiquement déjà le caligazon, qui est un engrais à base de potasse et de magnésie, le Phytrilon combi 1, qui est un complexe d'oligo-éléments. Et là, on vient de développer un nouvel outil qui est le TerraPlus CityGreen, donc qui est l'engrais organique qui sera mélangé à ces deux premiers produits. Donc, qu'est-ce que le TerraPlus CityGreen? Si tu peux passer la diapo, Isabelle. Attends, je suis encore bloquée. Je vais reprendre. Ça va revenir. Donc, le TerraPlus CityGreen, donc TerraPlus, c'est notre nouvelle gamme d'engrais organiques. Et donc, cette formule CityGreen, c'est une formule d'engrais organique en granulé. Ah oui, j'ai commencé par le CityGreen. Bon, on reviendra sur le caligazon après. Donc, le TerraPlus CityGreen est un engrais organique 100% végétal à action biostimulante. Donc, il est d'équilibre 6-2-5. Donc, l'action biostimulante est liée au Bacillus E4CDX2 qui est mélangé dedans. Donc, le Bacillus E4CDX2, c'est une bactérie qui est homologuée en tant que biostimulant que l'on a déjà développé dans la gamme, notamment le LD Twin 20BS ou l'Algospide 12630BS. Donc, on connaît son fonctionnement et on connaît son intérêt.
Donc, cette bactérie est utilisable en agriculture biologique, d'où l'intérêt de l'avoir mélangée sur cet engrais organique 100% végétal. On est sur un produit qui aura une granulométrie de 2-3 mm, c'est du pellet découpé. Hein. Donc, ce qui est important, c'est que ce produit est issu de l'économie circulaire. Il est composé de matières premières issues de déchets de la malterie. Et ce qui sera rassurant sur l'utilisation du produit, c'est que systématiquement, la production du TerraPlus Citigreen sera faite avec les mêmes intrants et dans les mêmes proportions. Il n'y aura jamais de changement de composition. Et donc, ce qui va garantir une composition constante et surtout une libération et une fertilisation qui sera aussi, elle, constante, donc reproductible dans le temps. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, dans le fonctionnement produit, donc sur la diapo suivante, Isabelle, on va retrouver donc quelques lignes sur le Bacillus E4CDX2, mais Isabelle reviendra un petit peu plus en détail dessus tout à l'heure. Donc, c'est un micro-organisme qui a pour intérêt de former un biofilm sur la racine. Et c'est dans ce biofilm que se feront l'interaction entre la plante et le milieu, et notamment un effet de stimulation racinaire. C'est ce qui va nous intéresser en culture hors sol, hein. C'est de renforcer le système racinaire, et notamment sa tolérance au stress abiotique. Hein. Les stress abiotiques, pour rappel, sont les stress climatiques, donc hydriques, de salinité, voilà. Et donc, il aura aussi un effet sur la disponibilité et l'absorption des éléments qui sont peu mobiles, comme le phosphore et le fer, par exemple. Et donc, il est ajouté sur les engrais en tant qu'additif agronomique. Il a un numéro d'homologation qui est celui que vous pouvez voir sur la diapo. Voilà. Donc, sur la diapo suivante, donc on a la composition de l'engrais. Hein, donc, on est sur un 6,2,6, 6,2,5, donc 6 d'azote organique d'origine de matière végétale. Il contient du phosphore et de la potasse. Il est utilisable en agriculture biologique. Et donc, cet engrais, on l'associera donc au caligazon. Donc, on peut revenir sur la diapo caligazon, s'il te plaît, Isabelle. Parce que le caligazon nous permettra d'avoir une fertilisation de fond qui sera riche en potasse et en magnésie. Donc, c'est un engrais minéral hein, utilisable en agriculture biologique. Il contient 27 de potasse et 10 de magnésie. Il a une granulométrie fine, hein, donc on est sur du 0,5-2 mm. L'intérêt de cette granulométrie fine, c'est que ça permet une très bonne répartition dans les contenants, ça facilite le mélange, et d'autant plus si le contenant est de petit volume. Et donc le caligazon, cet engrais minéral, est utilisable en agriculture biologique. Donc il a une très bonne complémentarité avec le TerraPlus Citigreen dans la formulation. Voilà. Donc si on revient à la diapo suivante, à celle d'après, donc l'intérêt c'est que là on aura une fertilisation complète et progressive pour les cultures hors sol. Donc on sera sur des matières premières qui sont naturellement riches en protéines végétales pour favoriser les réserves énergétiques de la plante. Donc c'est un nouveau concept de fertilisation organique dont l'objectif est d'utiliser des matières premières dont la forme organique est moins complexe et donc plus facilement assimilable par la plante et n'a pas forcément besoin d'activité microbienne pour être assimilable par la culture. Voilà, ce qui permet d'avoir une alimentation beaucoup plus régulière et pas forcément en dents de scie. Et donc, par le fait qu'il y ait le Bacillus E4CDX2 dans l'engrais, on va retrouver cet effet de stimulation du système racinaire. Bon, un petit détail, mais qui est quand même important, vu que c'est issu de la malterie, hein, donc on est sur un produit qui a une odeur très agréable. Hein, ça sent la boulangerie, enfin le chocolat, donc c'est un produit très, très agréable à sentir. Voilà. Pour un produit organique, ça sent bon. Donc, en préconisation, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un mélange des différents produits, notamment le caligazon, lui, pour amener la potasse et la magnésie, dans les cas de figure où on cherche à maîtriser la végétation. Donc, c'est la potasse et la magnésie vous aideront à contenir la végétation. Et donc, on sera sur une hauteur de 0,5 à 1 km3 en fonction de la culture sur laquelle on va le dessiner. On y ajoutera le Fétrilon Combi 1, qui est un complexe de tous les oligo-éléments chélatés. Et donc là, l'objectif, c'est de ne pas avoir de carence en oligo-éléments. Et ça, c'est utilisable aussi en agriculture biologique.
Et en Terra Plus City Green, on fera un apport de 3 à 5 kg par mètre cube en fonction de la culture, de ses besoins, de sa sensibilité à la fertilisation et surtout de son besoin en termes de fertilisation. En fonction de la durée du cycle de production, un complément sera nécessaire et donc on pourra faire notamment un complément avec du Terra Plus soluble. Donc c'est une nouvelle formulation qui sera présentée au mois de janvier sur le webinaire du mois de janvier. Donc c'est un Terra Plus soluble à amener en complément. Voilà. Malgré tout, il sera possible de faire du Terra Plus City Green en surfaçage sur les cycles qui sont un peu plus longs pour compléter par le biais d'un surfaçage avec un 6,2,5. Voilà. Donc Isabelle va rentrer un petit peu plus en détail maintenant sur ce biostimulant, notamment la bactérie. Donc là, on vient de voir les leviers au moment du rempotage, aussi bien en conventionnel qu'en utilisation en culture AB. Et on sait qu'il y a certaines plantes qui ont un développement du système racinaire qui est faible au moment du rempotage. On prend par exemple en pépinière l'Elaeanus qui a besoin de température et qui a un faible développement du système racinaire. Donc là, en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est un biostimulant, donc un biostimulant qui a une homologation, donc une garantie d'efficacité et une garantie aussi d'innocuité par rapport à l'environnement. Et donc, on va vous proposer ce produit, le Basfolia Rhizobio, pour vous garantir d'un système racinaire toujours au top, donc pour l'absorption aussi bien des éléments fertilisants, mais aussi au niveau de l'absorption de l'eau. Donc, qu'est-ce que c'est le Basfolia Rhizobio? Ça va être un complexe d'oligo-éléments pour répondre aux premiers besoins de la culture. Donc, vous allez retrouver du fer, vous allez retrouver du bore, du zinc, tous les oligo-éléments dont a besoin la plante pour déjà développer son système racinaire et après pour faire sa croissance. On a aussi des additifs et conservateurs organiques pour faciliter l'apport des éléments. Et donc, en fait, ça va être des vecteurs. Et le plus important, c'est que donc, dans le Basfolia Rhizobio, vous avez deux technologies hautement efficaces qui ont été développées donc, par Compo Expert. On a de nombreuses expérimentations, notamment avec le réseau Astrodor, aussi bien en pépinière qu'en horticulture. Vous-même, vous avez déjà touché du doigt une technologie, la première technologie qui est la technologie apportée grâce à l'algue Ecklonia maxima. Et donc, de nombreuses personnes, de nombreux producteurs ont déjà donc, utilisé notre produit, le Basfoliar Kelp, qui a rendu service pour soit booster le système racinaire au démarrage, soit sauver des cultures, parce que par exemple sur du géranium, on sait que suivant la variété, c'est plus ou moins consommateur d'eau, et malgré tout, vous avez à gérer aussi bien des géraniums qui ont des besoins importants en eau, alors que des feuillages plus foncés ont des besoins moindres. Et donc, des fois, ça vous amène à avoir un système racinaire qui est mis à mal. Comme vous l'a montré Vincent tout à l'heure, vous avez des asphyxies racinaires. Donc, vous avez déjà utilisé notre premier levier biostimulant, Ecklonia maxima. Et donc, le deuxième levier que nous avons rajouté à Ecklonia maxima, qui vous amenait déjà un plus, c'est l'ajout d'un Bacillus amyloliquefaciens, donc un micro-organisme qui a été homologué sous le nom Actistart R6. Donc maintenant, je vous propose de vous représenter ces deux technologies. Donc la technologie venant de l'algue Ecklonia maxima. Donc Ecklonia maxima, c'est une algue qui est présente au large de l'Afrique du Sud sur des eaux froides. Et donc ça, c'est important de le dire, eau froide. Donc l'algue va faire son maximum pour avoir une forte croissance, pour aller chercher la lumière. Et donc de ce fait, en fait, cette algue va contenir une forte concentration en oxine. Et donc c'est ce qu'il faut retenir, cette concentration en oxine au moment soit en utilisation arrosage, soit en utilisation pulvérisation. Donc on va amener une concentration en oxine en plus de l'oxine provenant de la plante. Et donc ce qui va provoquer
en fait un développement du système racinaire en nombre de racines. On va avoir plus de racines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le système racinaire, donc dans les racines, que se font aussi la synthèse des cytokinines. Et les cytokinines, ça va être l'ossature de votre plante, c'est-à-dire que ça va commander les bourgeons axillaires. Donc, votre développement aérien va demander une bonne concentration en cytokinine qui donc va faire les démarrages des bourgeons axillaires. Donc, on voit très bien que le premier, c'est booster de système racinaire grâce à l'utilisation de l'Eclonia maxima. Et donc, ça va assurer une bonne absorption de l'eau, une bonne absorption des éléments et donc également un meilleur comportement par rapport au stress abiotique. Mais on a voulu rajouter aussi, puisque nous l'avions dans nos technologies, nous avons voulu encore vous amener plus d'assurance en vous proposant donc également un deuxième levier venant d'un micro-organisme, donc le Bacillus amyloliquefaciens, qui va lui compléter l'apport d'Eclonia maxima. Donc, le Bacillus amyloliquefaciens Lactistart R6. Vincent, tout à l'heure, vous a parlé E4CDX2. Donc, E4CDX2, c'est notre Bacillus amyloliquefaciens pour tout ce qui est support solide, donc microgranulé, granulé et soluble. Alors que pour tout ce qui est produit liquide, en fait, c'est notre souche Actistart R6 qui va avoir le meilleur comportement. Et donc, c'est là qu'on peut lier en fait le mode d'action de 4CDX2 et d'Actistart R6 qui vont avoir les mêmes finalités. C'est-à-dire que dans un premier temps, la bactérie, elle va se multiplier, elle va créer un biofilm. Et ce biofilm, en fait, va vraiment va se positionner donc autour du système racinaire et ça va être vraiment le lien entre la plante et donc la bactérie. Donc, dans un premier temps, on sait que la plante, quand vous venez de la rempoter, elle va redévelopper son système racinaire, c'est-à-dire qu'elle va synthétiser des auxines et le premier acide aminé qui constitue l'auxine, c'est le tryptophane. Et donc, le tryptophane, en fait, va être le messager vers le biofilm. Et en recevant ce message tryptophane, le biofilm donc la bactérie, va elle-même produire de l'auxine. Donc, en fait, on va cumuler l'auxine de la plante, l'auxine venant d'Eclonia maxima, de l'algue, et également l'auxine produite par le micro-organisme Lactistart R6. Donc là, on va se garantir une concentration en auxine largement suffisante pour avoir un bon développement du système racinaire en nombre et en longueur. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'est que le bacillus va permettre une meilleure assimilation des éléments. On parle de biodisponibilité des éléments, notamment des éléments, par exemple, qui viennent des matières organiques ou des organominéraux, puisqu'on sait qu'une part du phosphore venant des organiques est insoluble, non disponible à la plante. Et donc, le bacillus va avoir une action aussi sur les enzymes, les phytases et les phosphatases qui vont permettre de rendre le phosphore qui était insoluble, provenant de l'organique, de le rendre soluble et donc de le rendre assimilable à la plante. Et donc, le phosphore, on sait que ça va faire l'élongation des cellules. Donc, on va avoir un lien, on a multiplié le nombre de racines, mais aussi avec ce phosphore, on va permettre une meilleure élongation de ces racines, donc une meilleure prospection dans le container. Et également, on sait que le phosphore, c'est l'énergie, donc ça va donner de l'énergie à la plante pour développer son système racinaire, mais aussi son système aérien. Donc ça, c'est une chose. La troisième chose, donc, à la limite, il peut bouger ces palettes là après. On va mettre le micro d'Olivier en.
Parce que c'est qui après l'autre, là, normalement, c'est qui? Voilà. Donc la troisième chose, c'est plus vrai quand on est en pleine terre, parce que de base, votre terreau, vous avez choisi un pH à l'optimum, donc souvent on est sur un pH substrat entre 5,8 et 6,5, suivant votre qualité en eau. Mais donc le bacillus va aussi avoir un effet positif sur les problématiques d'élévation de pH. On sait que si vous n'avez pas géré votre eau qui est chargée en bicarbonate et donc qui va faire remonter le pH de votre substrat, on va à un moment donné bloquer au niveau de l'assimilation des éléments. Et donc le bacillus va avoir un rôle d'acidification du bulbe racinaire, et de ce fait, en acidifiant le bulbe racinaire, on va avoir de nouveau les éléments qui vont être assimilables. Donc ça, on l'a montré en laboratoire, en conditions laboratoires, donc pas de tampon comme on peut avoir en pleine terre ou en hors-sol, mais on voit que en laboratoire, donc on a deux modalités, une modalité bien sûr témoin et une modalité où on a utilisé le Bacillus actistart R6. Donc au niveau du dénombrement, on montre bien qu'on a une multiplication de la bactérie, puisqu'on était parti au temps zéro, au jour zéro, à 1,53 10 puissance 7, et on voit que très vite, on a une multiplication du nombre de bactéries pour arriver à 1,47 10 puissance 8 au bout de 12 jours. Donc ça, on a bien validé qu'on a bien multiplication de la bactérie, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on voit que le fait d'utiliser l'Actistart R6 va nous acidifier le milieu. On était parti d'un pH de 7,18 et on arrive au bout de 12 jours à un pH de 5,17. Donc bien une acidification du milieu. Donc là, c'est dans un milieu sans tampon. Donc en aucun cas, je vous dirais que dans un substrat ou dans un sol, vous arriverez à baisser d'autant votre pH de votre substrat ou de votre sol. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une acidification du bulbe racinaire. Et donc, de ce fait, on va baisser le pH. Et donc, les éléments qui étaient bloqués dans le sol ou dans votre substrat vont de nouveau être assimilables parce que le pH va être baissé. Et donc, par exemple, le fer, quand on est au-delà d'un pH de 7, on sait que le fer est bloqué, alors que si on ramène le pH de votre substrat à 6,5, là, il est de nouveau assimilable. Donc, vous levez la carence en fer et vous retrouvez un feuillage bien vert foncé, sans nervures qui ressortent. Et également, donc on voit qu'on a amélioré, comme je vous disais, par rapport à du phosphore qui est insoluble, on a multiplié par 3 le phosphore soluble par rapport au témoin, puisqu'on passe de 21 à 65, alors que bien sûr le témoin sans action de la bactérie Actistart R6 est resté avec la même concentration en phosphate soluble. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est acidification du bulbe racinaire qui permet une meilleure assimilation des éléments. Et donc on va dans le sens plus de racines, donc plus de racines qui vont capter les éléments, qui vont capter l'eau, mais également une meilleure absorption des éléments dans votre substrat, et donc de ce fait un développement plus important et plus harmonieux de vos plantes. Donc si on résume, Basfolia rhizobio, on renforce le développement racinaire au démarrage, on améliore l'absorption des éléments nutritifs et on va activer la physiologie et renforcer la vigueur des plantes, puisqu'on a agi au niveau sur le système racinaire, on a un système racinaire plus développé, et donc on a plus de fabrication de cytokinine, donc plus de démarrage de bourgeons axillaires. C'est le cas par exemple sur une espèce comme le photinia, souvent le photinia, il va être difficile à ramifier. Ben là, ça va vous aider aussi. C'est un des leviers qui va vous permettre d'avoir une meilleure ramification de vos photinias. Donc, au bout du bout, en fait, une meilleure commercialisation et
un prix de commercialisation plus important. Au niveau utilisation, donc le Basfolia Rhizobio, il pourra s'utiliser en trempage, donc trempage de jeunes plants dans une solution à 1%, quelques secondes pour des plants en mode, s'il y a du substrat autour, et par contre, si on est sur racine nue, ce qui est le cas parfois en pépinière, on va laisser les racines nues 6 à 12 heures dans cette solution concentrée à 1%. Mais on peut aussi utiliser le Basfolia Rhizobio après rempotage. Donc, on va l'utiliser en arrosage. Donc, soit on va l'utiliser par le système d'arrosage au moment de la mise en culture, soit on va également, si on a un problème, si on voit que le système racinaire patine parce que on a peut-être trop arrosé, et donc en fait le couple arrosage et puis capacité de l'espèce à développer son système racinaire n'est pas en adéquation. Donc là, on va se dire, j'ai un levier. Mon levier, c'est le Basfolia Rhizobio qui va justement me permettre d'activer, malgré le fait que mon substrat est humide et donc plutôt défavorable au développement du système racinaire. Là, je vais avoir une solution parce que je vais amener plus d'oxine, plus de biodisponibilité des éléments, et donc je vais booster mon développement racinaire. Donc, dans ce cas, en arrosage, l'utilisation du Basfolia Rhizobio se fera à la dose de 2,5 ml par litre. Donc ça, c'est pour le Rhizobio. On a souhaité remettre donc l'utilisation du Basfoliar kelp pour bien montrer la différence. Le Basfoliar kelp, on va le réserver sur des utilisations en pulvérisation et à des doses de 3 à 6 ml par litre en pulvérisation. Donc là, juste un exemple en pépinière viticole qui nous permet en fait de visualiser le plus au niveau du développement racinaire sur ces jeunes ceps de vigne. Donc on avait un témoin avec 3 barquettes de 32 jeunes ceps de vigne et une modalité 2 où donc on a utilisé le Basfolia Rhizobio à hauteur de 2,5 ml sur substrat humide. Quand on est en arrosage, petit point, il faut toujours, quand vous amenez des biostimulants ou autres produits phytosanitaires, il faut toujours vous garantir d'avoir un substrat humide pour obtenir une bonne efficacité. Donc, suite à l'utilisation du Basfolia Rhizobio, on a fait des notations de racines. Donc, on a fait 3 classes racinaires, une classe 1 où on voit qu'il y a peu de racines de développer, une classe 2 qui est intermédiaire où il y a moyennement de racines développées, et une classe 3 par rapport à la date de rempotage et d'utilisation du Basfolia Rhizobio qu'on va considérer comme optimum. On voit qu'on a un nombre de racines important et une bonne répartition de ces racines. Et donc si on regarde les notations des classes racinaires, on voit que avec le témoin, on a 25 ceps qui sont en catégorie classe 3, donc au top au niveau développement racinaire, alors qu'avec l'utilisation du Rhizobio, on voit qu'on augmente notre nombre de ceps de catégorie optimum, on passe à 38. Et donc, on montre bien que le Basfolia Rhizobio a bien optimisé le développement du système racinaire et a boosté le développement du système racinaire. Donc après, par rapport à vos temps de culture, on peut dire qu'on a un bon système racinaire qui est opérationnel plus rapidement, et donc la question, ça va mieux fonctionner pour vous amener sur vos cultures, pour vous amener sur ce que vous souhaitez obtenir au niveau de vos cultures en temps et en qualité. Merci Isabelle pour cette présentation. Un petit détail supplémentaire, c'est qu'on a parlé juste avant de fertilisation de fond UAB. Donc le Rhizobio, bien entendu, est utilisable en agriculture biologique. Il est
autorisé dans ce programme-là. Donc, bien sûr, on l'intégrera dans un programme AB au même titre que le base foliaire kelp bio. Et donc, clairement, l'objectif, ce n'est pas de remplacer le kelp par le rhizobio, hein, comme vous disiez, Isabelle, mais de compléter en fait l'effet d'application au sol du rhizobio par du foliaire avec le kelp. Voilà. Donc, on avait prévu quelques programmes de fertilisation en exemple, mais il est déjà 17 heures. Donc, on vous les enverra, on vous les donnera. Donc, ça met en musique, entre guillemets, la gamme Compo Expert sur différentes cultures. Là, l'objectif, c'est peut-être qu'on réponde à vos différentes questions. Alors, il y avait une première question dont Stéphane a déjà répondu partiellement sur le polygène. Si on revient sur le basacode, donc c'était par rapport au polygène. De ce que c'était le polygène. Donc, le polygène, c'est notre substance enrobante. Hein. Donc, c'est un copolymère de qualité alimentaire, donc avec des solvants à base d'eau, et donc qui est notamment utilisé sur différents supports pour l'alimentaire, comme le papier, par exemple, qu'on va retrouver chez le boucher, la partie sur laquelle on va poser la viande. Donc, c'est le même type de molécule. Voilà. Donc, c'est vraiment un produit de qualité alimentaire. Le gros intérêt de ce polygène, c'est ce côté élastique, comme nous disait Isabelle tout à l'heure, sur la réaction à la température et la libération des éléments minéraux. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu d'autres questions aussi, notamment sur le caligazon par rapport au risque, par rapport à la potasse. Donc, clairement, le dosage du caligazon dans un mélange se fera en fonction de l'objectif. Si on souhaite, par exemple, faire des plants de potager avec une végétation qui sera maîtrisée, on mettra une dose de caligazon qui fera monter la teneur en potasse dans l'équilibre entre le citigrine et le caligazon pour avoir un rapport azote-potasse qui sera plutôt potassique et donc pour maîtriser la végétation. Et avec la magnésie qui aura cet effet sur la coloration, sur l'activité chlorophyllienne. C'est vrai que si on est dans un cas de figure où on souhaite de la végétation, on diminuera la dose de caligazon pour avoir un rapport azote-potasse qui sera moins potassique et donc avoir une végétation qui sera liée à l'azote plus importante. Voilà. Donc, on va vraiment doser le caligazon et le côté citigrine en fonction de l'objectif de végétation qu'on cherche. Alors, j'ai une question. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Stéphane, je ne sais pas si tu en as vu d'autres. Au niveau de la culture alimentaire, hein, par rapport au rhizobio. Alors, ouais. Oui, alors dans l'homologation du rhizobio, il y a une restriction sur l'utilisation par rapport aux cultures dont la partie consommable sera en contact avec le sol. Donc en production horticole et pépinière, donc on n'est pas concerné. Donc l'objectif, c'est d'éviter d'utiliser le R6CDX sur les bactéries, sur les cultures dont la partie consommable sera en contact avec le sol. Donc c'est plutôt le maraîchage. Et ça, c'est une mesure de protection qui est désormais au niveau des homologations, au niveau de l'ANSES. Donc là, il y a une question qui vient de tomber sur le polygène. Est-il biodégradable? Oui, il est biodégradable. Il faut quand même un minimum de 12-15 mois pour qu'il soit dégradé. Et donc, effectivement, souvent, cette coque de polygène reste dans les substrats ou reste dans les sols. Et quand vous regardez, si vous appuyez dessus, vous allez voir que cette coque est vide. Mais effectivement, il faut plus de temps pour ce polygène pour se dégrader, mais il est biodégradable. Il y avait aussi une question concernant le caligazon en surfaçage pépinière arbustive. Alors j'imagine que c'est pour avoir un objectif, notamment sur de la plante fruitière, hein, de maîtrise de végétation, de durcissement de plantes. Alors, la formulation du caligazon, c'est un microgranulé qui se libère progressivement avec l'arrosage, au même titre qu'un LD, hein, par exemple, le surfaçage. Et donc, qui va libérer progressivement la potasse et la magnésie. Par contre, dans le caligazon, il n'y a que de la potasse et de la magnésie, il n'y a absolument pas d'azote. Donc, si on ne fait que du caligazon, on risque d'avoir un jaunissement de culture parce qu'on va avoir un apport uniquement de potasse. C'est vrai qu'il faudra avoir une fertilisation un peu plus complète. Si on veut vraiment, alors là je vois que c'est pour de la résistance au sec, si on veut vraiment amener du durcissement à la plante, c'est vrai que
le vecteur des éléments en fertilisation, principalement, c'est l'azote. Donc, même si on veut quand même quelque chose de potassique, il faut un minimum d'azote pour l'activité de la plante. Donc, c'est vrai que si on veut durcir les plantes en culture, soit on fera une combinaison de caligazon et de citigrine, ou si on est en conventionnel, on choisira une formulation potassique, mais qui contient un petit peu d'azote. Le LD20, par exemple, indice 5,20. Puisqu'on sait aussi qu'au niveau de la mise en réserve, effectivement, il ne faut pas que de la potasse, il faut aussi de l'azote qui rentre dans le métabolisme de la plante. Et donc, il faut aussi bien de l'azote que de la potasse. Voilà. Et donc, alors, par rapport au R6CDX, oui, donc c'est utilisable en pépinière fruitière. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Hein, donc, les pommes, les poires, les cerises, tout ça ne touche pas le sol. Sauf s'ils chutent, mais en production, non, ça ne touche pas le sol. Donc, pas de problème. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions entre deux. J'en ai pas vu d'autres. Ouais, moi non plus. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, vous recevrez la présentation. Donc, elle sera disponible déjà sur notre site Compo Expert, hein, le site YouTube. Donc, sur notre chaîne, vous aurez la vidéo, la rediffusion de la présentation. Et puis, les documents vous seront passés. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de rentrer un peu plus en détail sur ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, n'hésitez absolument pas à nous contacter. On est là pour ça, pour vous aider. Alors, je regarde si les dernières questions sont arrivées. J'en vois pas d'autres. Alors. Donc oui, en petits fruits, donc il n'y a pas de souci, groseille, myrtille, tout le bazar, il n'y a pas de problématique en utilisation du rhizobio. Donc, par exemple, en petits fruits sur fraises, sur des pains de culture de l'année précédente, ça peut justement faire redémarrer le système racinaire au mois de janvier-février pour après assurer le développement végétatif et préparer la fructification. Donc oui, comme le reprécise Stéphane, hein, donc, cette restriction d'utilisation ne concerne que le R6CDX, donc le bacillus qui est dans le basse foliaire rhizobio. Ce n'est pas du tout le cas de l'E4CDX2, qui lui se trouve dans soit le citigrine, soit dans l'algospide 12630BS ou alors le LD Twin 20BS. Donc le 4CDX n'est pas concerné par cette restriction d'utilisation. Voilà, ce n'est que le R6CDX qui est dans le rhizobio. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Donc oui, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Hein, donc on répondra avec plaisir à toutes vos questions et on vous accompagnera dans la création de programmes sur mesure avec ces différents produits. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous sur le prochain webinaire qui sera complémentaire donc au mois de janvier, le 18 janvier. On vous enverra un lien pour vous inscrire. Et là, on complétera la fertilisation par la fertirrigation. Et notamment, c'est une nouveauté en fertirrigation UAB. Donc, on vous présentera ça au mois de janvier. Donc, on vous attend au mois de janvier. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée.